Le sourire en coin, c'est normal, mesdames, messieurs. Comment ne pas avoir le sourire quand on sait que France-Belgique arrive? J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous soyez belge, français ou qu'importe, ou peut-être même les deux s'il y a des franco-belges qui m'écoutent. Bah bravo à vous. Vous êtes officiellement qualifié ce lundi 1er juillet. Non mais voilà, quel plaisir de vous retrouver parce qu'on attaque un match qui va s'annoncer exceptionnel et dans cette vidéo, j'aimerais partager déjà un message de paix, de tranquillité. On est des gens responsables, matures, on peut chambrer dans le football, il n'y a pas de problème, mais quand le chambrage devient de l'irrespect, devient même des choses, même très très vulgaires et tout, pour moi on n'est plus du tout dans le cadre du sport. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je crois que les Belges depuis 2018, ils en ont un tout petit peu marre, un tout petit peu, hein, mais vraiment, je pense, un tout petit peu. Mais voilà, j'espère qu'on aura un très 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 beau match de football et j'aimerais également partager un message d'optimisme. Parce que vous le savez, la France et la Belgique, il y a beaucoup de pessimisme ambiant autour de ces deux équipes pour des raisons que je peux comprendre, mais dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer que c'est pas si pire qu'on veut nous le vendre. Enfin, côté belge comme côté français, on nous vend vraiment un truc qui est absolument dramatique. On n'est pas vraiment sur ça. Après avoir préparé cette vidéo, on est vraiment sur un truc qui est plutôt ok, mais il y a un gros souci qu'on va évoquer forcément. Avant de parler du match en tant que tel, je vais quand même évoquer la rivalité entre la Belgique et la France, parce que oui, c'est une rivalité. Je rappelle quand même que quel est l'adversaire des Bleus? Bah, que les Bleus ont le plus affronté de très très loin, c'est la Belgique, et la Belgique ont plus affronté les Pays-Bas, mais en deuxième position, c'est la France. Mais c'est une rivalité qui est gentille, hein. C'est plutôt, on va dire, des pays voisins, des pays amis, voilà, des matchs amicaux. Depuis toujours, le tout premier match, mesdames, messieurs, il a eu lieu le 1er mai 1904 au Parc des Princes. À l'époque, bah, ça fait... oulala, ça fait il y a très 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 longtemps. Il y a 120 ans, quoi. C'était... bah, j'étais pas né il y a 120 ans. Non mais arrête, Koro. Je me fais rire pour des trucs trop bêtes. Voilà, donc ça a passé, ça a passé, ça a passé. Il y a quand même eu une Coupe du Monde, 8e de finale en 1938. Si vous étiez né en 1938, bah félicitations à vous. Et ensuite, quelques petites éliminatoires et tout, mais évidemment, ce qui a tout basculé dans cette histoire entre la France et la Belgique, c'est évidemment la Coupe du Monde 2018, cette demi-finale qui fut absolument folle, où la Belgique était très forte, et c'était un petit peu la finale avant l'heure, hein. C'était exceptionnel. Voilà, vraiment bravo pour ce match fou. Et donc oui, depuis, c'est quand même un peu tendu entre les deux. Il y a également eu ce Belgique-France en Ligue des Nations, où la France a gagné 3-2. Mais bon, voilà, globalement, le bilan complet, ben, la Belgique a plus gagné que la France. Sur 75 matchs, la Belgique a gagné 30 fois, et la France a gagné 26 fois. Bon, c'est vrai que ce qui est quand même triste pour les Belges, comme on peut le voir ici, la Belgique n'a jamais battu la France en grande compétition. En 1938, en 84, en 86 et évidemment en 2018, la France s'est toujours imposée. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a eu des matchs très spectaculaires, sauf le dernier qui s'est terminé 1-0, mais avec pas mal d'occasions. Donc voilà, c'est pour ça que je dis en début de vidéo, j'invite à avoir le maximum de respect, de tranquillité, de courtoisie. Il n'y a pas de problème de se chambrer dans le foot tant que ça reste du chambrage. Mais je pense que 6 ans plus tard, moi je me mets à la place d'un Belge. Je ne suis pas belge du tout, mais je pense que tu entends le seum. Les gars, c'est un moment, je pense que je serai un tout petit peu fatigué, vraiment un tout petit peu. Bien, maintenant, parlons du match. Je vous ai fait cette petite planche tactique, forcément. Entre la France et la Belgique, je vous ai proposé une équipe type. Enfin, ces deux équipes, je pense, elles peuvent être les équipes titulaires pour ce match-là. On va commencer par parler de la Belgique quand même, parce que c'est très intéressant de parler d'eux. Donc, je vous ai proposé Castel, forcément, dans les cages, qui fait un euro qui, je trouve, est de bonne qualité. On parlera de cette défense belge dans la globalité. Une ligne défensive donc de Théâtre, Castagne sur les côtés, phase Everton Gun que je vous ai proposé ici. Ça me semble être à peu près OK. Debast avait joué le premier match, mais n'a plus été remis depuis. Je pense qu'on partira sur quelque chose comme ça. Ensuite, dans l'entrejeu, Onana et Tillmans. Oui, malheureusement, je pense que Mangala, qui n'a pas du tout montré satisfaction, a perdu sa place. Tillmans me paraît être assez OK pour assurer ce rôle-là. Dans ce double pivot est forcément l'attaque qui, sur le papier, Kevin De Bruyne, Luke Bacchio, Doku et Lukaku, c'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Et j'ai forcément mis le choix de mettre Luke Bacchio plutôt que Leandro Trossard, qui n'est pas du tout un mauvais joueur. Je pense que si vous suivez Arsenal, vous voyez que Trossard est un tout petit peu fort au football. Hein. C'est un joueur de foot fort. Mais en Belgique, ça ne va pas du tout. Je pense que son rôle n'est absolument pas le bon. Et un petit peu comme, comment on pourrait dire, Openda, qui, je vous avoue, j'aurais aimé le voir un petit peu plus. Mais bon, Lukaku, c'est Lukaku, hein, forcément, on ne peut pas le bouger.
Openda est formidable en club, ce qu'on a quand même moins vu en sélection, mais c'est normal. Tant qu'il y a Lukaku, il ne pourra pas, on va dire, s'imposer totalement. Et vous savez ce qui est très drôle avec cette sélection belge, c'est que ça termine la phase de poule avec 4 points. Si on est absolument honnête, ben moi je suis belge, j'imagine, je ne suis pas belge, mais je me mets à la place d'un belge. Ok, mon équipe a fait 4 points, bah c'est pas bon. Très honnêtement, on va pas voilà, s'extasier non plus. Moi, si je suis belge, avant l'Euro, je me dis, tu dois faire 9 points. À minima, 7 points, ce serait cool, voilà, si jamais tu galérais un peu contre l'Ukraine, mais sans manquer de respect à la Roumanie et la Slovaquie, qui sont les deux valeurs marchandes les plus faibles de cet Euro. La Belgique a très largement les armes pour battre ces équipes-là. 4 points, c'est décevant. Une seule victoire, une défaite également, un match nul, 2 petits buts marqués. Bien sûr que ce n'est pas bon. Mais alors pourquoi? Et en fait, c'est là où c'est assez drôle. La Belgique ressemble pas mal à la France sur un aspect, mais en même temps, il est assez différent. Parce que, on va quand même dire les choses de manière très honnête, la vraie qualité belge, c'est évidemment cette attaque de feu. Quand on regarde la valeur marchande de certains joueurs offensifs, c'est assez délirant. Hein. De Bruyne qui a 33 ans est coté à 50 millions. Charles De Ketelaere qui n'a pas joué mais 34 millions et tout. Doku est le joueur le plus coté à 65 millions. La qualité offensive de cette équipe est exceptionnelle. Et c'est ça qui est dingue. Certes, la Belgique a marqué 2 buts. Mais la Belgique sait procurer des occasions. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. J'insiste là-dessus. C'est ça le pire. Quand on regarde sur ce site FotMob, les grandes chances, donc les grosses occasions générées dans cet Euro, qu'est-ce qu'on a? On a littéralement la Belgique qui est 10e avec 8 grosses occasions, donc c'est vraiment beaucoup. On a la France d'ailleurs qui a 9, mais regardez un petit peu. L'Espagne qui a eu 12 grosses occasions a marqué 5 buts, le Portugal 5 et tout, donc ça passe, on va dire. Mais la Belgique, que 2. Et oui, il y a une énorme sous-performance belge sur ce registre-là. Et je vais vous montrer une stat qui va faire mal aux amis belges. Occasions créées, on voit que De Bruyne est deuxième avec 11 occasions créées, donc c'est par la passe, on va dire les actions clés qui sont importantes. Mais regardez un petit peu cette stat des grandes chances manquées. Ben, le premier est Lukaku et de très loin. Alors là, vous voyez pas le chiffre, je vais monter un petit peu plus. Lukaku, 6 grosses occasions manquées. Est-ce qu'on se rend compte de la situation? Regardez un petit peu, juste après, il y a Varga, il y a Depay, il y a Kylian Mbappé notamment, il y a Antoine Griezmann à 3, mais Lukaku en a 6. C'est beaucoup trop. Le taux de conversion de Lukaku est de 0%. Je suis d'accord pour dire qu'il a été malheureux, même très malheureux. Dans les faits, Lukaku, il met 3 buts qui sont tous refusés. Pour des hors-jeux qui sont tellement minimes, je vous avoue que ça fait quand même mal au cœur. Et c'est là où tu dis que, ok, il rate beaucoup. Je suis totalement d'accord avec vous. Il y a des face-à-face, Lukaku ne doit pas les rater. Quand on voit cette occasion, notamment contre l'Ukraine, il me semble, il y a quand même un truc qui va pas. Tu dis qu'il est en 1v1. Je peux pas vous montrer l'action en vidéo, évidemment, mais il tire un peu raté, la balle n'est pas rapide et le gardien la capte sans aucun problème. Donc, ok, il rate des occasions importantes et comme on le voit, c'est le premier. Il y a aussi cette part de malchance. Et je suis convaincu que Lukaku, s'il n'est pas hors jeu à 1 cm ou quoi, peut-être qu'actuellement on est en mode ah ouais, mais la Belgique, incroyable en vrai, Lukaku est trop fort, la Belgique a 9 points et basta, on n'en parle plus. C'est le football. C'est le football et peut être aussi très injuste. Je sais pas trop si c'est le terme, mais voilà. Et donc, en vérité, cette Belgique-là, on a notamment un triangle De Bruyne, Doku et Lukaku qui est exceptionnel parce que je n'ai pas parlé de Doku. On a quand même un Jérémy Doku qui est actuellement parmi les meilleurs dans certaines statistiques. On voit que c'est le leader statistique de la possession progressive, donc un des joueurs qui porte le mieux le ballon. Il est devant Musiala notamment, qui est exceptionnel sur cet Euro. Il est également devant Ousmane Dembélé, qui on sait peut créer beaucoup d'occasions. Il est à 25, ce qui fait qu'il est quand même premier et de pas mal loin. Et ce qui est assez dingue, je vais vous montrer juste à droite. Eh bien, regardez les chevauchés dans la surface de réparation. Donc, c'est quand même une stat très importante à quel point un joueur peut être dans la zone, littéralement, du gardien. Donc, c'est très dangereux. Regardez encore une fois, on a Kylian Mbappé et Musiala à 9. Ousmane Dembélé à 10 et regardez où est Doku, 19, mais c'est quasiment le double de Dembélé. Oui, ça c'est une vérité. De Bruyne, Doku, Lukaku, ça fonctionne. Ça fonctionne totalement, mais la finition n'est pas là. Dans le football, tu as beau pratiquer un beau jeu, te générer des occasions, tu marques pas. Et ça change tout. C'est le problème belge aujourd'hui. Aujourd'hui, cette Belgique arrange ce souci de finition. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être, il y a un monde où la Slovaquie, tu la bats 3-1, la Roumanie, tu la bats 3-0, et l'Ukraine, tu la bats 2-0, je sais pas. Et t'es bien, t'es tranquille, t'as gagné les doigts dans le nez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, attention,
Le gros souci de l'animation belge pour moi sur cette phase de groupe, ça a été déjà un entrejeu qui, on va pas le mentir, est un peu le point faible. Alors qu'est-ce que j'entends par là? La Belgique est, je trouve, une équipe qui est assez coupée en deux. Si vous regardez les matchs belges, il y a l'attaque d'un côté et la défense de l'autre. Et la Belgique, pour parler des points faibles, a beaucoup de mal en transition, en attaque rapide. Alors, certes, la Belgique a pris un seul but. Cela dit, je pense que si on regarde les matchs belges, il y a quand même des moments où tu dis, ça peut, attention. Castells a vraiment fait un bel euro pour l'instant. Il n'a pas été non plus mis à contribution de manière extrême. Mais voilà, c'est parce que l'entrejeu n'est pas extrêmement dense. Pour moi, Onana donne satisfaction. Tillmans, au vrai, il est bien hein, offensivement et tout, mais voilà, c'est surtout sur la transition. Et ce problème, on va dire, d'animation globale, c'est que tout passe par De Bruyne. Il faut le dire, Kevin De Bruyne est actuellement peut-être parmi les 22 joueurs qui vont être alignés, peut-être le meilleur joueur. Voilà, peut-être le meilleur joueur, en tout cas le joueur le plus important, impactant, on parlera après de l'équipe de France, et tout passe par lui. On voit que quand De Bruyne trouve Doku, généralement Doku va rentrer dans la surface adverse, et tu as un Lukaku ici qui peut essayer de terminer. On a très souvent eu ça sur cet euro, et donc ça indique un peu le danger de cette attaque. Ce qui a été extrêmement regrettable sur cette phase de poule, bah, c'était que Trossard était lui titulaire, bah, souvent un peu côté gauche avec Doku sur l'autre côté. Bon, en soi, il peut être sur le côté droit, hein, Doku, même s'il est mieux à gauche. Mais oui, Trossard avait un apport assez minime sur l'animation, même en vrai quasiment inexistant, voire même parfois handicapant. Et pour moi, c'est, je vais pas dire une erreur de Tedesco, parce que voilà, moi, je comprends pas toujours ce que font les coachs, je vais pas juger à leur place et tout, mais je vous avoue que bah, voir Doku côté gauche, voir Luke Bacchio, ok, mais moi, j'attendais surtout Bakayoko. Avant l'Euro, je pensais qu'on allait avoir De Bruyne, Lukaku, Bakayoko et Doku titulaires. Bah, au final, Bakayoko, il a très peu joué de mémoire. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est un peu dommage quand même. Moi, je pense qu'à un moment, tu vois que, je sais pas, ça patine un petit peu, il faut du sang neuf, ben, fais rentrer CDK, fais rentrer Bakayoko, fais rentrer Openda, tente un petit peu. Et au final, il n'y a pas eu assez ça, je trouve. Donc, c'est un peu dommage. Donc, pour résumer globalement, ben, en fait, la Belgique attaque toujours de malade mental, malgré une production qui peut être un peu insuffisante. Littéralement, De Bruyne est le deuxième joueur de cet euro qui produit le plus d'occasions. Doku est littéralement le joueur offensif apportant le plus de danger dans la surface. Et Lukaku est littéralement le joueur ayant raté le plus d'occasions. Donc malgré les problèmes belges, on a une équipe belge qui est dangereuse. Ça, c'est la vérité. Qu'on le veuille ou non, factuellement, on le voit, que ce soit sur le terrain ou dans les stats, la Belgique est dangereuse. Attention à cet entrejeu qui peut être un peu compliqué, en phase de transition défensive. On sait que la Belgique n'est pas une équipe de possession déjà de 1, mais n'est même pas une équipe de possession, on va dire défensive, dans le sens où elle peut garder le ballon, le circuler. Tranquillement, ce n'est pas ça. Donc attention, je pense quand même que quand tu vois 2 buts marqués, c'est vraiment pas de chance. Ils auraient dû marquer beaucoup plus. Par contre, quand tu vois un but encaissé, c'est une bonne défense, mais peut-être que c'est un peu trompe-l'œil parce que il y a quand même un peu de soucis en contre, en transition. Il faudra voir comment ils vont empêcher, notamment l'équipe de France, de les prendre à revers. Là, ça peut être un peu dangereux. Je pense que Vertonghen et Faz, dans l'absolu, bon, je pense que ça peut passer. C'est pas non plus la meilleure charnière du tournoi, mais c'est pas si pire. Je trouve que Faz, notamment, a plutôt été OK. Vertonghen, il faut faire attention. Quand même, il est vieillissant, mais s'il a joueur d'expérience. Mais voilà, même Théâtre et Castagne, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Pour moi, c'est plus une question d'animation. Et comme l'entrejeu est plutôt faible en retour à part Onana, qui est un peu seul, ça peut être très dangereux. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, en tout cas vis-à-vis de la Belgique, et on passe à l'équipe de France. Bon, concernant l'équipe de France, comme je l'ai dit, en vrai, c'est une équipe qui ressemble à la Belgique dans sa finition, mais c'est vrai que globalement, c'est une équipe différente. Déjà, j'ai envie de vous montrer, je l'ai, je pense, un petit peu oublié dans la Belgique, mais les grandes chances manquées, bah encore une fois, on a la France qui est très haute, et la Belgique qui est également ici. Et tu peux remarquer quand même un truc, bon bah voilà, la Belgique, je ne l'ai pas évoqué, mais tu as 7 grandes chances manquées. Lukaku les a quasiment toutes ratées, que 2 buts. Et la France, c'en est 8 encore plus. Et 2 buts seulement, c'est littéralement la sous-performance la plus choquante littéralement de la compétition. Belgique et France sont les 2 plus grosses sous-performances avec la Croatie qui, avec 9, est éliminée parce qu'ils ont mis seulement que 3 buts. Et ça, malheureusement, ça paye vraiment cash. J'ai également oublié de le montrer sur la Belgique, donc je le fais ici. Regardez les XG, donc les buts attendus. Il faut également noter que la Belgique est plutôt haute, 4,3, c'est très bien. Mais 2 buts, donc ils auraient dû mettre environ 2,3 buts en plus. Vous avez compris, c'est juste des stats pour indiquer à quel point les tirs auraient dû finir en but. Et pour le coup, le cas de la France n'a vraiment aucun sens. Deuxième position, juste derrière la Croatie, 5,9 XG. Mais je ne sais pas si on se rend compte de cette stat.
5,96 G, 2 buts. Là, les gars, c'est un souci de finition criant. Criant, il ne faut pas s'appeler Einstein. Les stats reflètent simplement ce qu'on voit sur le terrain. Sur le terrain, est-ce qu'on n'a pas vu des occasions, que ce soit de Kylian, que ce soit d'Antoine, complètement ratés, alors qu'il aurait dû avoir but 1000 fois. 1000 fois, la finition. Et c'est pour ça que, très honnêtement, cette équipe de France, c'est pour ça que je parle un peu de pessimisme ambiant, qui n'est pas très bon. Pas que les gens n'ont pas le droit de se plaindre, ils ont le droit de se plaindre autant qu'ils veulent, mais pour moi, c'est pas si dramatique. Parce qu'en vérité, il y a une production. Si tu n'avais aucune production, tu n'aurais pas autant d'occasions. Et honnêtement, si tu n'avais aucune occasion, zéro production et tout, là, ce serait très inquiétant. Et là, on pourrait être extrêmement pessimiste pour l'équipe de France. Mais ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, il faut l'évoquer. Quel est l'avantage de la France par rapport à la Belgique? Un des avantages. On a parlé de l'entrejeu belge qui était un peu moindre, notamment niveau des replis, une équipe de possession, enfin, ce n'est pas une équipe de possession, même défensivement, c'est un peu léger. Mais la France, regardez un petit peu le backup. La solidité défensive de la France, c'est un peu sa marque de fabrique sous l'ère Deschamps. Que ce soit sur le papier ou dans l'animation, c'est-à-dire Théo, Upamecano, Saliba, Koundé donnent satisfaction sur le papier. Rabiot, Kanté, c'est extrêmement bon. Et Maignan, j'ai pas besoin d'en parler, je pense qu'il est top 3 des gardiens de la compète actuellement. Ben, c'est extrêmement bon. Extrêmement bon. Là, j'ai même parlé individuellement. Mais rien que quand on voit dans l'animation globale, c'est extrêmement compliqué de prendre à revers l'équipe de France. Je pense qu'actuellement, même si c'est la Belgique en face qui a des joueurs de contre extrêmement bons, il faut le dire, ben ça va pas être simple pour eux quand même. Parce que oui, regardez sur les 3 matchs, il y a quasiment rien, il y a quasiment aucune occasion qui vont passer par rapport à l'équipe de France. En retour, tu auras toujours, quasiment systématiquement, Rabiot, Kanté et évidemment les 4 défenseurs qui seront là parce que Théo fait des retours très rapides et Koundé est plutôt aligné défensivement qui est extrêmement bon sur ce tournoi. Et du coup, pour aller un peu plus loin, quand on voit le classement de la France qui a terminé 2e également comme la Belgique, bon, la France est invaincue, 0 défaite, mais comme la Belgique, 2 buts et 1 encaissé. Sur le cas des buts, comme on l'a vu, au niveau des chances ratées, au niveau des expected goals, c'est comme la Belgique, il y a une surperformance importante. Voilà, ce n'est pas comme Lukaku qui lui a raté 6 grosses occasions, mais quand on regarde Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, 3 pour les deux, donc oui, 3 plus 3, ça fait 6. Les deux ont raté autant que Lukaku. Ça indique quand même quelque chose de très important. Après, c'est vrai que quand même, il faut le dire, le but encaissé qui était sur penalty contre la Pologne, entre guillemets, je trouve qu'un but encaissé pour l'équipe de France sur cette phase de poule, c'est plutôt logique quand on voit les matchs. Là, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer avec des stats pures et dures comme ça. Mais oui, il y a quand même une animation globalement, défensivement parlant, qui est très bonne. Et tu sentais quand même que c'était très dur de marquer contre cette équipe de France, à part peut-être extérieur de surface. Il y a quand même eu des petits trucs, je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas que la France, tu peux absolument pas marquer contre eux, c'est impossible et tout. Non, quand même pas. Par contre, c'est très solide et j'insiste là-dessus, en contre, c'est très difficilement prenable parce que les retours de Rabiot et Kanté sont beaucoup trop précieux, parce que Théo peut revenir très vite, même si c'est pas sa vocation d'être purement défensif, et parce que notamment Saliba fait je trouve un euro très respectable, même Upamecano, malgré son erreur, c'est plutôt très bon. Je crois qu'il est parmi les leaders, notamment sur les duels aériens et les duels au sol, donc ça indique un truc, et Koundé est très bon sur ce tournoi, comme je l'ai évoqué. Mais donc, la question qu'on se pose quand même, c'est, alors pourquoi on a l'impression de s'ennuyer? Pourquoi quand on regarde l'équipe de France, c'est pas ouf et tout? Alors, sur cette question, j'y répondrai un petit peu après, même parce que par rapport à la Belgique, je vais développer un petit peu ça. Mais avant tout, je vais évoquer, il faut quand même l'en parler. C'est totalement logique. Et oui, Antoine Griezmann, qu'on le veuille ou non, je pense qu'aujourd'hui, Antoine Griezmann est le joueur le plus important de l'équipe de France, en tout cas dans l'aspect offensif. Peut-être qu'on peut évoquer notamment Kanté dans l'aspect, on va dire, global, équilibre de l'équipe et tout. Mais dans l'apport offensif, dans la créativité, dans l'apport de danger, etc., oui, c'est Antoine Griezmann le plus important. C'est l'ombre de lui-même sur cet Euro. Ça, c'est une stricte vérité. Et regardez la différence par rapport à la Belgique qui, De Bruyne, fait un vrai bon Euro. Et De Bruyne, et je ne sais pas s'il est sur le 11 type titulaire de la phase de poule, mais il doit vraiment pas être loin. Pour moi, il est dans les 14-15 joueurs. Il est très bon. Même si, évidemment, il pourrait toujours être mieux. C'est pour ça que j'ai évoqué peut-être que De Bruyne, sur le coup d'envoi, ce sera le meilleur joueur actuellement. Peut-être, on ne sait pas. Mais Grisou, qui a un peu ce rôle de créateur, c'est beaucoup moins le cas. Et ça se voit énormément. Donc forcément, ça joue sur l'impression visuelle. Ah, mais la France, on s'ennuie, c'est pas très fluide, c'est nul, on fait rien. Mais non,
En fait, c'est un trompe-l'œil parce que même sans Antoine, qui va pas très bien, il y a une génération d'occasions qui est extrêmement importante. Et on l'a vu parce que ça passe énormément, énormément sur les ailes. On a notamment vu un match de Dembélé contre la Pologne qui était plutôt bon. Beaucoup, beaucoup de générations d'occasions. On a vu également Barcola qui a été très, 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 très bon. Et Kylian qui, même s'il a manqué de soucis de finition et tout, tous les bons coups sont passés par lui. Il était très, très, très mobile quand même sur ce registre-là. Donc, même sans Grisou, tu as eu des occasions, il faut le dire. Mais comme c'est pas fluide dans l'axe, comme tu passes beaucoup sur les côtés, comme parfois ça joue beaucoup, vous savez, soit tu dribbles, soit tu repasses en arrière, tu as l'impression que c'est pas ouf. Pourtant, les stats montrent que la France est littéralement parmi les meilleures équipes sur ce registre-là, c'est-à-dire production. Je suis d'accord pour dire qu'il y a ce souci de production, et oui, ça pourrait être beaucoup, beaucoup mieux. Si demain Griezmann, il a un niveau de malade, alors oui, les gars, à un moment, l'équipe de France est clairement partie pour, j'allais dire gagner l'Euro, mais pour aller extrêmement loin. Ça, c'est très, très clair. Parce que sans Antoine Griezmann à un bon niveau, c'est plus dur, mais tu vois quand même que tu peux. Donc, avec lui qui a un bon niveau, bon, bah oui, là, on parle plus du tout de la même chose. Alors, j'évoquais précédemment, pourquoi cette impression? On a parlé de Griezmann, mais je vais également parler de la Belgique. Pourquoi, quand on voit la France et la Belgique, on est en mode, mais c'est pas ouf, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, on s'ennuie, machin et tout. Pourquoi, alors, qu'il y a des occasions, qu'il y a beaucoup d'occasions, mais que ça rate beaucoup? Eh bien, je vous ai trouvé peut-être un début d'explication. Je ne prétends pas avoir la connaissance absolue de machin. Moi, je regarde juste les trucs. La France, comme vous le pouvez le voir ici, regardez un petit peu cette statistique ici. 325 km parcourus, environ 108 km par match. Alors peut-être que comme ça vous parle pas trop, mais 108 km par match, l'équipe de France est la pire équipe du tournoi sur ce registre-là, en tout cas, parmi les qualifiés en huitième de finale. Et si on regarde les 24 équipes, oui, la France est parmi les dernières. Alors, j'entends certains qui vont me dire, mais Koro, le football, c'est pas que courir. Si tu cours, ça veut pas tout dire. Alors, je peux comprendre cet argument-là, mais il faut comprendre quelque chose. Le football est un sport de mouvement. Mouvement, plus tu as du mouvement, plus tu as de possibilités, plus tu as de circuits, et plus tu peux être dangereux. Ça, c'est la base du football. Donc, si tu veux du jeu, il faut bouger. Les milieux doivent bouger, les latéraux doivent bouger, les attaquants doivent bouger, l'avancement doit bouger. Tout le monde doit bouger, ça doit être vraiment comme voilà, une sorte de tornade. Plus tu bouges pas, moins c'est bon. Enfin, j'ai inversé les plus et moins, je crois, mais moins tu bouges, moins c'est bon, tout simplement. Et vous savez ce qui est très intéressant? On va regarder la Belgique. La Belgique, mesdames, messieurs, c'est très simple, 110 km, eh ben, c'est également pas bon. C'est-à-dire que c'est parmi les pires équipes, et il me semble que parmi les équipes qualifiées, c'est également l'avant-dernière avec la France. Quand on regarde l'Espagne, qui est, je pense, la meilleure équipe du tournoi actuellement, l'Espagne, c'est 117 km parcourus. C'est énorme. C'est énorme, c'est largement parmi les meilleurs. Quand on regarde, par exemple, l'Italie, qui a également un petit souci de finition, mais regardez un petit peu, l'Italie, c'est 118, quasiment 119 de kilomètres parcourus. Voilà, donc l'Italie, l'Espagne, ça peut être des équipes de possession, ça peut être les équipes sans ballon, mais les efforts, ils sont donnés. L'Allemagne, également une équipe qui a montré de très très belles choses. 114,34, c'est plutôt bien, c'est moins que l'Espagne ou machin et tout, mais c'est vraiment bien et on peut voir ça pour pas mal d'équipes. Je vais pas toutes les faire, mais je vais terminer par l'Autriche qui m'impressionne énormément. Regardez un petit peu, 114 km, c'est vraiment bien également. Une équipe qui impose un rythme d'enfer, on va dire, sur un terrain et ça se voit. Donc, quand tu as l'Italie à 118, l'Espagne à 117 et la France à 108 km en moyenne par match, il y a quand même un problème. Et il y a des joueurs en France qui font des efforts importants. On attend notamment, évidemment, N'Golo Kanté, qui, je pense, est le joueur ayant fait le plus d'efforts, avec Jules Koundé sur un terrain et tout, il n'y a pas de problème. Évidemment qu'un joueur comme Kylian Mbappé handicape énormément sur ce registre, et c'est pour ça que c'est compliqué, entre guillemets, de jouer collectif avec lui. Quand je veux dire ça, j'entends dans le sens où on va réfléchir au niveau animation, au niveau bloc, solidité, mais Kylian ne fait pas d'efforts sur un terrain, donc il faut réfléchir. Ben voilà, en tout cas, la France et la Belgique sont les deux équipes faisant le moins d'efforts sur ce registre-là. Et donc, vous savez, cette sensation de c'est statique, ça bouge pas, il n'y a pas de mouvement, on est là, on ronfle, c'est normal qu'on l'a avec ces deux équipes. Parce que c'est littéralement des équipes qui ont peu de mouvement. C'est dommage. Et oui, j'espère que le niveau va vraiment monter pour ce huitième de finale. On veut voir beaucoup de mouvement. Donc voilà, il faut être très très clair. Certes, quand tu as le ballon, tu peux au moins courir, mais voilà, la Roumanie qui, il me semble, est une des équipes avec le moins de ballons de cette phase de poule, à 111 quasiment kilomètres parcourus, c'est pas si énorme, mais c'est toujours mieux que la France et la Belgique, voilà, il faut le dire. La Géorgie qui est de très très loin l'équipe avec le moins de possession, c'est-à-dire environ 25 par match, eh ben, la Belgique a couru 112 km. Bon, voilà, un moment, que tu aies le ballon ou que tu n'aies pas le ballon, il faut faire les efforts.
Regardez juste l'impression visuelle de l'Italie, de l'Espagne. Vous avez vu, on a l'impression qu'ils respirent plus sur le terrain. Ils sont là, ça bouge tout le temps, 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 tout le match. Tout le monde, non-stop. Il n'y a pas de secret. Le football, c'est aussi de se donner sur un terrain et c'est pour ça que je comprends totalement les gens qui sont en mode on en a marre, on dirait que vous ne voulez pas être là, vous êtes saoulés sur le terrain. Pour moi, il peut y avoir plusieurs explications. Peut-être que les joueurs sont cramés d'une part. Bon, après voilà, les joueurs italiens et espagnols, qui sont les deux équipes qui courent le plus, ils ont joué une saison complète. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment cramés? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un peu la flemme parfois? Je sais pas. Bon, j'ai pas l'explication, mais les faits sont là. Les faits sont là. Bon, et du coup, mes chers amis, mon pronostic pour France-Belgique. Comme on peut le voir sur le site officiel de l'UEFA, que vous pouvez rejoindre de manière totalement gratuite, la France et la Belgique s'affrontent donc. Les gens partent sur un pronostic de 2-1 à 36%. Il y a plus d'un tiers des gens qui partent sur le 2-1. Il y a 18% des gens qui partent sur le 1-0, 15% pour le 2-0 et 1-1. Pas mal quand même, un petit 1-1, 12%. Voilà, donc bon, on va être très honnête. C'est un match de football. Tout peut arriver. Oui, la Belgique peut se qualifier. Je vois énormément de Belges et je peux vous comprendre, bien sûr, que vous êtes très pessimiste. Maintenant, partez du principe que la Belgique est l'équipe qui se génère beaucoup trop d'occasions, qui convertit le moins avec la France. C'est très clair. Oui, ça peut faire peur d'affronter une attaque comme celle de la France, mais voilà, en tant que supporter de l'équipe de France, devant moi, il y a De Bruyne, il y a Lukaku, il y a potentiellement Bakayoko, Lukebakio, voilà, et Doku. Non, c'est dur, hein, ça fait peur quand même, c'est assez douloureux, même si tu es solide. Je suis d'accord avec toi, tu es solide. Comme je l'évoquais un petit peu dans la preview d'hier, oui, je pense que la France est favorite sur ce match-là. La France devrait partir avec un avantage, que ce soit au niveau, je ne l'ai même pas évoqué, mais de l'expérience. Les joueurs de l'équipe de France ont beaucoup plus d'expérience globale que ceux de la Belgique. Il y a des joueurs belges qui ont beaucoup d'expérience, évidemment, on ne va pas les évoquer, mais globalement, la France a, je pense, on va dire plus de vécu. Surtout que le coach, le sélectionneur Didier Deschamps, a su également faire face à des situations très compliquées par le passé, on s'en souvient. Bon, ensuite, et il faut l'évoquer, l'avantage psychologique. Ça, je trouve qu'on n'en parle quand même pas assez, mais psychologiquement parlant, la France a un avantage sur la Belgique, rien que dans le rapport de force. La Belgique n'a jamais éliminé la France, ça trotte dans la tête, ça peut faire beaucoup de mal. Il faut que la Belgique élimine la France pour que ce déclic se fasse et c'est terminé. Mais oui, actuellement, que ce soit dans l'histoire récente de ces deux équipes, que ce soit même dans l'inconscient collectif ou que ce soit même au niveau du palmarès, psychologiquement, la France est avantagée là-dessus, c'est assez clair. Bon, c'est vrai que quand on énumère tout ça, on dit que la Belgique n'a pas de chance, n'a aucune chance et tout, mais non. Pour moi, c'est un avantage France qui est léger. On n'est pas du tout sur ce qu'on peut entendre pour moi du 75, même 80-20 pour la France. Pas du tout. On est sur un truc qui est sur du 55, voire 60 pour la France, parce que c'est serré. Mais oui, l'avantage global de la France, comme on l'a dit, l'expérience, l'aspect psychologique, et également le fait que c'est très solide. La France est très solide. Il y a Maignan, il faut l'évoquer, en cas de tir au but. Castells est honnêtement vraiment bon. Maignan est dans le top monde, il faut quand même le dire. Il y a beaucoup d'aspects qui te font dire que ça peut être quand même dur. Et on est obligé de l'évoquer. La finition, ça fera tout. Lukaku, je pense qu'il a montré qu'il pouvait avoir de la finition. Maintenant, c'est celui qui a le plus de déchets. Il faudrait vraiment qu'il marque. Côté France, Kylian Mbappé passe quand même rarement plusieurs matchs sans marquer. Et globalement, oui, Kylian Mbappé a une très bonne finition. Il fait régulièrement des saisons à 45, 50 buts. Il a une finition. Il faut le dire, il a une finition. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai que je me vois mettre... Alors, si je retrouve le truc, je me vois mettre quand même une victoire de l'équipe de France. Mais moi, mon attente, sincèrement, et je vous le dis très honnêtement, bien sûr que je veux que les Bleus se qualifient. Mais honnêtement, je veux voir du spectacle. Moi, le football, j'aime ça parce que j'aime les scénarios parfois fous, beaucoup de buts pour beaucoup de spectacles. Et oui, dans l'absolu, tu peux gagner des compétitions 1-0, 1-0, 1-0 tout le temps et être content, bien sûr. Mais c'est vrai que gagner et voir du spectacle, c'est trop bien. Et même si tu perds, c'est affreux de perdre, je suis bien d'accord, mais tu as eu la fierté. On a perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine au tir au but, c'était affreux. Mais qu'est-ce que c'était beau. Peut-être le plus beau match que j'ai jamais vu de toute ma vie. Quel retournement de situation, quel spectacle ahurissant. C'était formidable. Et c'est ça, pour moi, la pensée que j'ai envie de dégager. Aujourd'hui, tu es belge. Franchement, je pense que ce que tu peux attendre de ton équipe, c'est qu'il y ait du jeu proposé, qu'il y ait du spectacle, qu'il y ait des buts. Et que même si tu sors, tu as vu un truc de malade. Ce serait incroyable. Et écoutez, j'espère qu'il y ait beaucoup de buts sur ce match. Bon,
Un pronostic comme ça sur le score n'a pas de sens, mais allez, est-ce qu'on mettrait pas un petit 4-2 ou un petit 4-3? Je suis fou dans mes pronos, hein, je vous le dis clairement. Mais vraiment, j'ai envie de me dire que ce match à l'élimination directe, ça va être un peu le déclic de tout. Vous savez, c'est comme l'équipe de France en 2018, il me semble, quand elle va gagner la compétition. Ben, en poule, Danemark, il me semble, il y avait quoi d'autre? Bon, je sais plus trop, mais c'était pas très beau, hein, c'était... on s'ennuie un peu. Et l'Argentine est arrivée, ben, vous vous souvenez, l'histoire de France-Argentine, 4-2, je sais pas, 4-3, c'était combien de matchs? Je sais même plus il y avait combien de buts. Enfin, un match qui n'avait aucun sens, hein, Di Maria, Messi, machin truc, Mbappé. Exceptionnel. On veut un match comme ça. S'il vous plaît, les gars, on veut un match comme ça. Lukaku, met un doublé si tu veux. Kylian, met un triplé. Mais mettez des buts, je vous en conjure, les gars. Allez, je me lâche un petit peu. 4-2, je vais partir du principe que les joueurs vont enfin se lâcher, vont enfin avoir cette finition. Et que dès qu'il y a la finition, après ça déroule. Peut-être que le match va finir 1-0, un vieux 1-0 bien pourri et tout. Voilà, première équipe qui marque, et pourquoi pas la Belgique? Allez, on est un peu joueur. Et premier buteur, enfin Lukaku, qui décide de marquer, enfin Lukaku, qui n'a plus les pieds carrés, et le match bascule dans une autre dimension. Un peu comme, ouais, le France-Argentine, il me semble que, ouais, c'est ça, un peu, l'Argentine ouvre le score avec Di Maria, et après le match bascule dans une autre dimension. On veut ça. S'il vous plaît, on veut ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Et les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. J'ai récolté beaucoup d'informations pour préparer au mieux cet avant-match. Le like, l'abonnement avant de partir m'aide énormément. Et je voulais vous remercier personnellement pour tout le soutien formidable que j'ai en ce moment. Mais au-delà du soutien, tout le respect qui s'en dégage. J'apprécie énormément parler football, mais j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus parler football avec des gens qui sont respectueux. Donc merci, j'ai vu des Français respectueux, des Belges, mais n'importe qui, hein, vraiment de tout lieu. Et c'est trop bien. On partage ça, n'oublions pas que c'est un sport. Le sport, c'est le fair play, le respect, c'est ça. C'est ça le sport. Bien sûr qu'on peut chambrer après un match et tout. Bon, je vous avoue que je ne chambre pas vraiment moi-même, mais on peut chambrer, mais tant que ça reste dans les limites du respect, après c'est terminé. Voilà, c'est terminé, on avance, la vie continue. Et c'est du football, c'est un jeu. C'est un jeu. Le football continuera jusqu'à la fin des temps. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Parfois tu n'auras jamais ton heure de gloire, parfois tu l'auras dans très très longtemps. C'est comme ça quoi. Et voilà, je peux comprendre la frustration globale autour de l'équipe de France et la Belgique en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura permis peut-être, je sais pas, d'avoir quelques éléments de réponse. Et également le fait de se dire que bon c'est pas si pire qu'on veut nous vendre. Cette impression visuelle, elle est certes vraie parce que les équipes se dépensent pas non plus énormément sur un terrain. Mais que voilà, il y a des belles choses. Et qu'on espère sincèrement que ce 1er juillet sonnera un peu la consécration de ces deux équipes qui peuvent tellement se transcender. Je l'espère du fond du cœur en tant qu'amoureux de football. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro, prenez soin de vous sincèrement du fond du cœur et la paix sur vous.